Bonjour, Monsieur Frédéric Poquin. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé sur Facebook et YouTube en vidéo et en podcast sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Monsieur Frédéric Poquin, vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez travaillé pour l'événement du jeudi et vous avez été grand reporter chez Marianne. Vous êtes spécialisé dans le milieu de la police, du banditisme et du renseignement. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages et votre dernier livre est Les narcos français, Brice l'Omerta, édité chez Albin Michel. Ici, nous ne parlons pas des effets de la drogue sur la santé car nous les connaissons, ils sont négatifs et dangereux. Mais nous échangerons sur les effets sur la société. Ma première question est donc, est-ce que la France a toujours lutté contre le trafic de drogue? Écoutez, c'est une longue histoire, mais c'est vrai que pour comprendre où on en est aujourd'hui, c'est pas mal de regarder un peu dans le rétroviseur. Tout commence, disons, on va dire, à la fin des années 50, au début des années 60, avec la French Connection, où là, Cocorico, si j'ose dire, c'est le grand banditisme français qui invente les routes de la drogue, avec le trafic d'opium, puis d'héroïne. L'avantage que ces voyous français ont, c'est qu'ils sont, grâce aux colonies, implantés un peu partout, notamment en Indochine, où tout commence en matière d'héroïne. Et ils ont un pied là-bas. On a un certain nombre voilà, dans ces colonies, un certain nombre de ressortissants corses, on va dire, qui ne sont pas tous voyous, parce que la Corse a donné des soldats, des militaires, des policiers, mais aussi beaucoup de voyous et de grands voyageurs. Donc, ces bandits sont installés dans ces colonies et vont inventer, on va dire, vont être précurseurs, j'appelle ça des pionniers, ce sont les pionniers des routes de la drogue. Et ils vont commencer à importer depuis le Moyen-Orient, depuis l'Indochine d'abord, puis ensuite depuis le Moyen-Orient, à tracer des routes qui mènent jusqu'à Marseille. Et puis, à l'époque, le marché des consommateurs, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de consommateurs de l'autre côté, le marché des consommateurs se situe principalement aux États-Unis. Donc, que font ces voyous français? Ils importent la matière première comme des petits industriels, commerçants basiques, on va dire, jusqu'à Marseille. À Marseille, ils créent un certain nombre de laboratoires où là, on a un certain nombre de chimistes qui excellent et qui produisent, on va dire, la meilleure héroïne du monde à l'époque. Et ensuite, il faut l'acheminer jusqu'au consommateur, parce que c'est toujours ça le problème. En matière de drogue, le problème, ce n'est pas la matière première. La matière première, elle est abondante et elle ne coûte pas grand-chose. Je veux dire, un plan de cocaïne, un plan de cannabis, de hashish au Maroc, ça ne coûte rien au départ. Ce qui coûte, c'est essentiellement la logistique et le transport. Et donc, quand je dis qu'ils ont inventé les routes contemporaines, c'est que ce produit, ensuite, il faut l'acheminer jusqu'à New York, Montréal, jusque sur les lieux de consommation. Et ça passe par l'Espagne et par l'Amérique latine. Parce que, en fait, les voyous français ont inventé la mondialisation avant la mondialisation elle-même. Et ils étaient implantés à l'époque parce que c'était un endroit où ils étaient tranquilles, qu'ils étaient réfugiés, où ils se pensaient à l'abri des dictatures latino-américaines. Ils avaient un espèce de foyer comme ça entre Buenos Aires, Rio de Janeiro, le Paraguay. Donc, ils étaient implantés là-bas assez nombreux. Donc, ils faisaient venir le produit là-bas et ensuite, ils le faisaient remonter par le Panama jusqu'aux États-Unis. Donc, quelque part, à cette époque-là, la police française et le pouvoir politique français ne se sentaient pas vraiment concernés par la question de la drogue. Et il a fallu attendre qu'un président des États-Unis tape du poing sur la table, convoque Pompidou, le président Pompidou à l'époque, aux Açores pour une réunion et dise maintenant ça suffit, vous nous envahissez avec votre produit, votre merde qui tue nos enfants, réagissez, faites quelque chose. Et là, on s'est rendu compte que la police française, l'Office central des stupéfiants à l'époque, c'était 20-30 personnes, 2-3 voitures, un ou deux commissaires. En fait, c'était rien du tout à cette époque-là. Et à partir du moment où les Américains ont fait pression, en gros, la police a été priée de se mettre en ordre de bataille. On a commencé à renforcer les effectifs des services qui luttent contre les stupéfiants. On a envoyé une cinquantaine, une soixantaine de policiers à Marseille pour démanteler le laboratoire
laboratoire. Et cette première manche, on va dire, cette première manche contre la drogue, contre l'héroïne, a été gagnée, puisqu'on a démantelé d'une certaine façon la French Connection. Mais bon, on s'est un peu vite reposé sur les lauriers, puisque la French Connection 2 a remplacé la 1, puis la 3, puis la 4, puis la 5. Et on en arrive aujourd'hui à effectivement cette espèce de génération permanente spontanée qui fait que, moi je mets en exergue cette phrase dans le livre, un grand flic qui dit la guerre contre la drogue, le mot guerre ne me va pas du tout. En fait, ce sont des batailles sans cesse recommencées. C'est un peu ça, la lutte contre les stupéfiants. Dans votre livre, vous montrez très très bien la hiérarchisation de l'organisation et le côté entrepreneurial, si je peux m'exprimer ainsi, entre le petit détaillant, le plus gros, le grossiste et l'importateur. Moi, j'ai dit le marché de la drogue, c'est… Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est un peu l'antichambre et le laboratoire du libéralisme contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, les trafiquants ont tout inventé et ils n'ont rien à envier aux plus grands capitalistes. Ils n'ont rien à envier, sauf qu'ils les singent et qu'ils les caricaturent, puisque sur le marché de la drogue, contrairement à ce qui se passe dans les bonnes sociétés, on ne règle pas ces différends chez un notaire ou chez un avocat, on les règle dans la rue à coups de calibre. Et ceci, c'est pas nouveau, hein. C'est vrai qu'on s'étonne et ces règlements de compte font systématiquement la une aujourd'hui. Mais depuis que la drogue existe, les trafiquants de stupéfiants règlent leurs différends à coups de calibre. Ça a toujours été comme ça. Donc, si vous voulez, ils travaillent à flux tendu, un peu comme Amazon, quoi. Ils travaillent à flux tendu. Ils ont des espèces de superstructures au-dessus des superstructures qui importent le produit, que ce soit la cocaïne ou le hashish ou l'héroïne à la tonne. Ils acheminent le produit. En dessous, il y a une espèce de cascade comme ça qui va jusque à l'ubérisation actuelle du tout petit commerce dans la rue. C'est-à-dire que c'est une chaîne, la drogue. C'est une chaîne. Vous avez le super grossiste, le semi-grossiste, et puis tout en bas, les détaillants qui sont payés un peu au lance-pierre, mais qui sont quand même bien payés, eu égard à ce que ces jeunes de 15, 16, 17 ans qui forment un peu la petite armée de rue du trafic de stupéfiants, eux, bon, s'ils allaient à l'école, s'ils allaient au lycée, ils ne gagneraient pas d'argent. S'ils trouvaient un petit job et qu'ils se formaient sur le tas, c'est vrai que ce qu'offre le marché de la drogue en termes de paye est 2, 3, 4, 5, 6 fois supérieur à ce qu'il pourrait gagner en travaillant. Donc, vous avez cette espèce d'armée sur le terrain, de petites armées comme ça, de très jeunes qui sont payés à la journée, avec en prime le kebab à midi et peut-être une petite canette de boisson gazeuse pour aider. Et peut-être encore s'ils consomment un petit pochon à la fin de la journée en cadeau. Donc, voilà, c'est une économie extrêmement bien organisée avec au sommet véritablement une multinationale et à la base, on va dire, voilà, pour que tout le monde comprenne, des centaines de petites supérettes de la drogue. Dans le profil, vous montrez qu'il y a même des chefs des chefs de réseau qui sont plus sympathiques que d'autres, qui payent mieux, qui a des primes. Ça, c'est comme il y a des bons patrons et des mauvais patrons, quoi. Absolument, mais globalement, le problème du marché de la drogue, c'est que le bon patron, qu'il soit bon ou mauvais, je veux dire, la principale qualité, s'il veut durer, c'est qu'il doit être, entre guillemets, méchant, féroce. On va dire, celui qui ne sait pas se montrer féroce un minimum, mais il ne tient pas longtemps. Il ne tient pas longtemps, pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'argent en jeu, si vous voulez, que si vous n'êtes pas costaud, si vous n'avez pas les amis, si vous n'avez pas une bande solide derrière vous, si vous n'êtes pas épaulé et si vous n'êtes pas armé, et ça c'est la grande différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait avant, c'est qu'avant tout le monde savait que le trafiquant de stupéfiants avait des armes quelque part pour gérer, pour garder, pour contrôler son stock, pour qu'on ne lui vole pas sa drogue, etc. Aujourd'hui, la différence c'est que non seulement vous avez ces armes qui sont souvent des armes de guerre, hein, des kalachnikovs, des armes longues, etc., mais pour être crédible sur le marché et pour tenir, il faut les montrer, il faut les sortir, il faut les exhiber. Et parfois, il faut s'en servir. Donc, si vous voulez, il y a effectivement des patrons qui payent mieux que les autres, mais c'est surtout les bons patrons, entre guillemets, sont surtout ceux qui traitent bien les consommateurs. C'est-à-dire que ce qui compte davantage, c'est d'être aimable avec la clientèle. Parce que si vous voulez une clientèle captive,
Si vous voulez que la personne revienne sur le point de deal, parce qu'en fait, la drogue, ça se consomme très vite. C'est un peu un marché à flux tendu. Vous ne faites pas des stocks chez vous parce que vous avez peur de vous faire arrêter sur le trajet avec vos stupéfiants dans la poche parce que vous ne voulez pas garder ça chez vous. Donc, c'est un marché à flux tendu. Donc, vous retournez régulièrement au magasin. Vous ne faites pas des provisions comme quand vous allez au supermarché et que vous remplissez votre caddie. Vous y allez dose après dose. Donc, il faut être aimable avec le client. Et là, ils apprennent, les jeunes, effectivement, à faire des petits cadeaux, à donner des petits bonus. Moi, j'en ai rencontré un qui donnait aux clients qui achetaient leur dose, qui donnait, vous savez, des petits tickets à gratter là, qu'on achète, qu'on achète dans les tabacs. Donc, le gars, il repartait avec sa dose et peut-être il avait gagné en grattant de quoi racheter la suivante. Donc, des choses comme ça, ou de belles feuilles de papier à rouler, ou de temps en temps, pour fidéliser vraiment le client, un petit cadeau, je veux dire, une gratuite pour 10 achetés ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces trafiquants, ils ne sont pas tous d'une intelligence redoutable. Hein. L'actualité montre qu'il y en a même parfois qui n'ont pas grand-chose dans le cerveau puisqu'ils sont capables d'aller tuer un policier pour rien. Donc, quelque part, voilà, ça montre qu'ils ne sont pas tous de grands calculateurs. Mais sur le côté garder sa clientèle, avoir une clientèle captive et bien fonctionner, là, ils ont beaucoup d'imagination, ils regardent tout ce qui se fait ailleurs dans le vrai commerce, dans l'économie réelle, et ils font tourner leur boutique. Oui, ça prouve qu'ils cherchent à fidéliser leur clientèle et qu'il y a peut-être une concurrence qui est plus élevée qu'hier. Absolument, si vous voulez, là où vous aviez… de toute façon, si on regarde bien l'histoire de la drogue, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, encore une fois, de regarder comment ça se passait avant. Vous aviez, en termes de consommateurs, vous aviez dans les années 1970, on va dire, on savait faire un fichier, la police savait faire un fichier quasiment des 300, 400, 500, 1000 peut-être consommateurs de produits stupéfiants. Aujourd'hui, et c'est ça qui rend ce marché totalement incontrôlable, c'est l'abondance, c'est le nombre de consommateurs. Moi, j'ai calculé, si vous voulez, vous avez à peu près, si vous regardez le marché du tabac, vous avez environ 10 millions de Français qui régulièrement poussent la porte d'un débit de tabac pour s'approvisionner en cigarettes. Eh bien, imaginez que pour la drogue, c'est à peu près la moitié. Regardez, c'est à peu près la moitié, c'est-à-dire en gros autour de au moins 5 millions de personnes qui, de manière régulière, vont s'approvisionner. Donc, si vous regardez le nombre de tabacs que vous avez dans nos villages, au coin de la rue, vous avez toujours un tabac quelque part. Eh bien, finalement, pour faire tourner ce marché, pour approvisionner ces consommateurs, il faut à peu près autant de pas de porte d'endroits où s'approvisionner en stupéfiants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand je dis que c'est à peu près incontrôlable, c'est que c'est plus comme il y a quelques années, juste dans les centres de nos grandes villes. Maintenant, c'est dans le moindre village que vous pouvez avoir accès à ce produit, que vous pouvez avoir un petit point de deal. Et c'est pour ça que ça, je dirais, y compris dans des zones jusqu'à présent calmes, et ça surprend beaucoup les Français. Ils ont acheté dans une résidence proprette, calme, tranquille, où ils pensaient élever leurs enfants. Moi, je suis allé pour ce livre, notamment dans un coin de Rennes, qui était un coin parfaitement tranquille, arboré, tout ce que vous voulez. Et petit à petit, vous avez toute la vie quotidienne qui se dégrade, parce que c'est en ça que ça nous concerne et que ça nous trouble aussi, ce marché du stupéfiant. Ce n'est pas juste entre eux, les trafiquants et les consommateurs, c'est que ça trouble l'espace public, ça occupe l'espace public. Et c'est ça qui fait qu'on en parle aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que c'est un perturbateur pour la vie en société, dans la mesure où les trafiquants ont besoin pour leur commerce de privatiser d'une certaine façon un espace. Alors, ça peut être un banc, ça peut être une petite placette, ça peut être l'espèce d'espace qu'il y a devant la boulangerie où les petites dames du quartier vont. Et tout d'un coup, ils s'approprient cet espace et ça déstabilise tout le monde, en fait. Ça crée des soucis, ça crée des problèmes, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura aussi des bousculades, peut-être plus, parce qu'ils ne s'arrêtent en général pas à la bagarre et à la bousculade. Et un jour, comme ça, vous étiez dans un quartier propre, tranquille, et un jour, il y a un mort. Il y a un mort, pourquoi? Parce qu'il y a un concurrent qui est venu, qui a voulu s'approprier le plan, parce que le patron du plan de deal s'est retrouvé en prison, et qu'une fois qu'il s'est retrouvé en prison, ces deux lieutenants se sont battus, bagarrés, sont entrés en concurrence pour prendre le point, et puis qu'il y en a un qui en est mort, etc. Donc,
C'est en ça que je dis que la question de la drogue aujourd'hui, au-delà de la santé, des questions comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que nos enfants vont fumer, pas fumer, au-delà de ça, ça induit vraiment une perturbation forte sur, en gros, le vivre ensemble. Euh, Effectivement, j'ai lu que, sauf erreur de ma mémoire, ça faisait 5 milliards de chiffre d'affaires, le trafic de drogue globalement. Écoutez, 5 milliards, c'est beaucoup moins. Moi, je suis arrivé en prenant tous les chiffres, ceux de la police française, ceux d'Europol, les chiffres au niveau international. Je suis arrivé plutôt, toute drogue confondue en France, à un marché annuel de 4 milliards d'euros, ce qui est déjà absolument énorme. 4 milliards d'euros, ça fait quand même, si vous regardez, je sais pas, le budget d'une ville comme Lyon, c'est à peu près l'équivalent, quoi. C'est donc assez gros quand même, hein, ce montant. Ça explique les convoitises, les bagarres pour s'accaparer cette manne. Et ce que j'essaie de démontrer aussi dans ce livre, c'est pour ça que le sous-titre, c'est restaurant, salon de massage, kebab, banque, immobilier, l'argent sale est partout. C'est que ces 4 milliards, en fait, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ils ne sont pas perdus pour les dealers, effectivement. Ces 4 milliards, ils vont… Alors, il y a une petite partie qui part, effectivement, dans les pays d'origine d'un certain nombre de dealers. Donc, puisque beaucoup ont grandi dans les cités, sont originaires de l'immigration et donc ont la chance, si vous voulez, du point de vue économique et policier, d'avoir un pied, alors ça peut être dans un pays du Maghreb, dans un pays d'Afrique noire, où ils vont faire transiter. Parfois, d'ailleurs, il y a des techniques assez ancestrales qui font que l'argent change de pays sans bouger physiquement. Je pourrais vous expliquer si vous voulez, mais je l'explique dans le livre. C'est une technique assez ancestrale, en fait, qui fait que vous amenez de l'argent, vous arrivez avec un gros paquet d'argent dans un magasin, le gars passe un coup de téléphone à Casablanca, à Kaboul, au Pakistan, où vous voulez, ou en Inde, et puis en l'espace d'un coup de fil, finalement, de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vous certifie que le même montant que celui qui est récupéré dans le magasin est donné de la main à la main à un de vos complices. Terminé, parti, au revoir, ciao, bye bye, aucun écrit, aucune trace bancaire. La lutte contre le blanchiment ne peut que, on va dire, se casser les dents contre ce genre de procédé. Donc, vous avez une partie de l'argent qui part là-bas, mais vous en avez aussi une petite partie qui est investie localement. Ça, c'est en bas de l'échelle. Je veux dire, l'argent de la drogue irrigue tout de même l'économie réelle, on va dire. Et plus… alors, ça peut être sous forme de petites boutiques, de salons de massage, de salons de manucure, de salons de coiffure, tout ce que vous voulez, de kebab. L'idéal étant de faire un chiffre d'affaires, de déclarer un chiffre d'affaires plus élevé que le réel pour pouvoir faire entrer en caisse un certain nombre d'espèces, parce que ça, il n'y a que des espèces. Donc, vous avez cette deuxième strate. Et puis ensuite, il faut quand même pas se le cacher. Je veux dire, plus on est dans des périodes de crise économique difficiles, plus… voilà, je pense à 2008 et je pense à la pandémie aujourd'hui, plus l'économie réelle va avoir besoin de cette manne financière, parce que où il y a des espèces quand tout le monde en manque, eh bien c'est là. Et donc les mafias sont extrêmement fortes pour, on va dire, rendre l'argent noir, sale, gris, et puis ensuite blanc. Et puis dans le monde, chacun sait que vous avez un certain nombre de pays qui sont nombreux, qui accueillent à bras ouverts ces espèces. Effectivement, on peut penser que la crise va va permettre de blanchir beaucoup plus, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui vont se retrouver sur le carreau dans des situations très compliquées, et il y aura des mains tendues de personnes qui trouveront l'occasion de dire, bah tiens, moi je te donne 100 et tu me redonnes tant au bout, je rentre dans ton affaire. C'est ce qui arrive aussi certaines fois, je rentre dans ton affaire et du coup je récupère un peu plus loin l'argent, quoi. C'est ça la grande force des trafiquants de stupéfiants, c'est qu'eux, ils ont de la fraîche, comme on dit. Et si à l'autre bout de la chaîne, vous avez des personnes en difficulté qui ne veulent pas voir leur entreprise vaciller, qui, bon, à un moment donné, en fermant un peu les yeux, effectivement, ils peuvent accéder à cet argent relativement facile, peut-être sauver leur entreprise et sauver leur boîte, sauf qu'ils ont serré la main, à quelqu'un qui, à un moment donné, saura leur tordre le cou s'il le faut. On rentre dans un milieu très violent. Absolument. Là, on parle du blanchiment. Vous parlez plusieurs fois dans le livre, mais vous n'allez pas plus loin. Et
alors je me suis posé la question, c'est du milieu politique. Parce que Mhm. 3 fois, je crois que vous parliez du milieu politique, vous le citez 3 fois, mais vous vous arrêtez. Est-ce que les politiques sont les idiots utiles du trafiquant de drogue? Bah, je ne m'arrête pas parce qu'à un moment donné, j'essaie de démontrer que dans certains coins, sur certains territoires, si vous voulez, il y a des alliances qui peuvent se passer, des alliances a priori contre nature, mais on l'a vu à Marseille, on l'a vu en Seine-Saint-Denis, je me souviens d'une histoire que je raconte à Bagnolet qui est extrêmement précise, on l'a vu à Saint-Denis. En fait, si vous voulez, le bon clientélisme à la marseillaise, d'autrefois, c'est un petit peu adapté et vous avez des équipes, des caïds, on va dire des caïds bien implantés dans les quartiers qui savent négocier avec les politiques qui ont envie d'être élus. Alors ça se passe, là, je ne parle pas des politiques au niveau national. Pour l'instant, ces compromissions, elles se passent de manière extrêmement locale. Et donc, vous avez localement des personnes qui visent leur élection à la mairie et qui se disent qu'il y a probablement un réservoir de voix intéressant dans certains quartiers où les politiques ne vont plus. Ils n'y vont pas, tout simplement. Alors, c'est extrêmement simple. La raison est simple, c'est qu'ils ils ont peur. Et que s'ils font une apparition physique sur ces quartiers, ben, ils risquent tout simplement d'être repoussés, insultés, voire violentés, hein, un peu comme les policiers, les pompiers qui vont dans ces quartiers, qui en prennent plein la gueule et qui même finissent parfois à l'hôpital. Donc, si vous voulez dealer avec ces quartiers, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes un élu local avide de pouvoir et ambitieux et que vous dites, bon, avec le centre-ville, le quartier du centre-ville, je ne vais pas y arriver, je n'aurai pas le nombre de voix suffisant, ben vous allez passer une alliance un peu contre nature, douteuse, on va dire, puisque vous allez vous compromettre en passant une alliance avec ces caïds qui vont vous dire, mais venez, vous voulez faire campagne dans nos quartiers, venir dans nos cages d'escalier, distribuer vos tracts, venez, on vous accompagne, on est avec vous. Et à partir du moment où vous mettez le pied là-dedans, eh bien, au bout du compte, vous allez devenir tôt ou tard le pantin ou la marionnette de ces trafiquants qui vont peut-être se rétribuer en vous demandant des subventions pour des clubs X ou Y, des associations qui n'existent que vaguement, etc. Donc, qui vont se récupérer, qui non seulement vont pomper de l'argent municipal quand vous serez élu, mais ensuite qui vont, si vous voulez, aussi profiter du fait que vous êtes élu à la mairie pour que vous demandez de faire pression, pourquoi pas, sur la police nationale, sur la police municipale, de façon à ce que, en gros, on aille un petit peu moins voir ce qui se passe dans le quartier et qu'on laisse les choses prospérer, le commerce prospérer tranquillement. En échange de quoi? Et pour l'homme politique, ce n'est pas inintéressant. En échange de quoi? On vous garantit la tranquillité. On vous dit, bon, voilà, vos pots de fleurs au centre-ville ne seront pas démolis ni détruits, mais laissez-nous tranquilles, on peut même assurer le gardiennage, si vous voulez, votre protection rapprochée quand vous venez dans les quartiers, etc. Et tout ça, voilà, c'est ce que j'aborde un peu dans le livre, c'est qu'au bout du compte, de toute façon, la drogue, à cause de l'argent, à cause de l'argent qu'elle draine, est une force corruptrice énorme. C'est-à-dire les trafiquants peuvent corrompre non seulement les politiques, comme on vient de le dire, mais je le raconte aussi des policiers, et pas des moindres. Évidemment, le plus facile à corrompre, c'est le policier de la brigade anticriminalité le plus proche, que vous voyez tous les jours, qui vient vous contrôler régulièrement. Donc, avec lui, vous finissez par le connaître, vous l'appelez par son prénom ou par son pseudo. Et puis, au bout du compte, il y a des policiers. 95% des policiers sont honnêtes, vont tous les matins au boulot, charbonnent, vont au charbon, comme ils disent. Et il faut leur en être reconnaissant parce que ce n'est pas évident d'aller tous les jours interpeller les mêmes individus, etc. Mais à côté de ça, vous en avez un certain nombre qui, effectivement, vont craquer, vont rêver d'acheter le beau camping-car, le beau 4x4 qui va avec à un moment donné. Et ça, j'en ai vu, j'en ai rencontré. Et pour aller passer de belles vacances ici et là. Et donc, ils vont à un moment ou à un autre en croquer. On l'a vu à Marseille aussi, où dans des écoutes téléphoniques, il y a une affaire Bac Nord, une affaire récente. On a entendu les policiers sur les écoutes dire bon, ah, c'est bon, tu as saisi la marchandise, hein, c'est bon, lui, tu as pris les billets. De toute façon, voilà. Donc, se servir sur la bête en se disant, quelque part, ça, c'est leur grande justification. Quand moi, je leur parle, je leur demande, mais pourquoi vous avez risqué votre carrière, etc.
à un moment donné, ils disent voilà, je me battais seul au front, et puis à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'étais abandonné de tout le monde, et puis j'ai craqué. Voilà. Donc il y en a qui craquent. Alors ça peut être des politiques, comme on le disait, ça peut être des policiers, ça peut être des douaniers, ça peut être beaucoup aussi des dockers, parce qu'on a besoin des dockers pour faire entrer la marchandise dans les ports français à la tonne. Et tout ça fait que c'est pour ça que je dis que la drogue n'est pas seulement n'est pas indolore. Il ne faut pas croire ça. Elle n'atteint pas seulement, on va dire, les individus qui la consomment, parce que ça abîme leur santé. Elle n'est pas indolore pour la société parce qu'elle induit un autre rapport à l'argent chez ces jeunes qu'on va avoir du mal à amener ensuite dans le boulot normal. Elle induit de la corruption, elle induit de la déstabilisation et du chaos. Du chaos dans nos quartiers, dans nos quartiers, dans les quartiers concernés, et du chaos aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, dans les pays producteurs. Parce qu'en fait, la drogue est probablement à l'origine de, on va dire, des deux tiers des guerres civiles, des guerres politiques qu'on a vues, que ce soit en Bolivie, au Pérou, en Colombie, au Laos, en Birmanie, en Indochine, partout dans le monde, en fait, et en Afrique noire aussi. La drogue sème le chaos. Pour l'instant, on n'a jamais vu de campagne financée par des trafiquants de drogue. De campagne politique, électorale. Écoutez, on est passé pas loin dans plusieurs secteurs, et quand j'ai vu dans certaines municipalités en Seine-Saint-Denis que le garage municipal où on garait les camionnettes de la voiture servait de lieu de stockage pour des kilos de cocaïne ou de cannabis, on peut se demander quand même si à un moment ou à un autre, effectivement, une partie de cet argent sale ne va pas aller dans une campagne politique. Vous parliez des pays de l'international. Il y a un pays qui est très proche de la France, qui est le Maroc. On voit qu'il y a un double jeu. En tout cas, c'est comme ça que vous le décrivez dans votre livre. On accueille les enfants, les petits-enfants d'immigrés qui trafiquent aujourd'hui. On accueille l'argent et en même temps, on exporte aussi les produits qui sont sur place. Le roi du Maroc ne fait rien. C'est un peu, effectivement, le Maroc, c'est un peu une épine dans le pied de la France, si vous voulez. Ça fait je ne sais combien de quinquennats et de septennats qu'on a des présidents de la République qui sont les meilleurs amis du roi du Maroc. Parce qu'on a besoin de ce pays, en fait. On a besoin de ce pays par rapport à l'Algérie, par rapport à l'équilibre global géopolitique du Maghreb. On a besoin de ce pays parce que sinon, les Américains qui ont un pied au Maroc depuis longtemps prendront sous leur contrôle totalement ce pays. Donc, il y a des intérêts stratégiques et géopolitiques qui fait qu'on ménage, en gros, depuis 40, 50 ans, le Maroc, tout en sachant très bien que c'était le grenier, le principal grenier mondial du cannabis, et que, je veux dire, même si aujourd'hui on a de la culture indoor, qu'on a de plus en plus de marijuana qui pousse sur le sol européen pour justement contourner toutes ces actions policières et tous ces contrôles aux frontières, mais globalement, le Maroc reste effectivement le grenier pour toute l'Europe du hashish. Mais il y a cette espèce de... On ne peut pas taper trop fort sur les doigts de cet ami marocain pour plusieurs raisons. Certaines que j'ai déjà évoquées, mais il ne faut pas oublier le terrorisme. Les services de renseignement et la police marocaine sont extrêmement puissantes, fonctionnent extrêmement bien, formés à la fois par la France et par la CIA et les Américains, et nous aident régulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit peu de concession sur la drogue? Et par ailleurs, en interne, si vous voulez, il faut savoir que ça concerne essentiellement la région du Rif, et que la région du Rif est au Maroc, qui est dans le nord du Maroc, une région extrêmement montagneuse. C'est toujours comme ça. En Colombie, c'est la même chose. Ce sont des régions souvent un peu... on va dire, séparatistes dans l'âme, qui pourraient se couper même du pays et du Maroc. Donc, on touche aussi là à l'équilibre interne du royaume du Maroc, où on laisse les paysans du Rif trafiquer, produire, on va dire, et exporter ce produit qui finalement
voilà, est consommé en Europe, en France et ailleurs. En échange de quoi, on a une espèce de paix civile dans cette région parce que ça rapporte beaucoup d'argent, sachant que de tout temps, ça aussi on peut le dire, un certain nombre de relais au sein de l'État, la structure étatique, monarchique marocaine, prélève une dîme certaine sur toutes les tonnes qui quittent ce pays. Et là, je pense effectivement notamment à des militaires, à des généraux, à des policiers, etc. Bon, je vais jusque-là. Après, je sais que voilà, je vais éviter d'aller en vacances au Maroc à partir du moment où je vous dis tout ça, mais peu importe, c'est la vérité et c'est un peu la même chose aussi pour l'Algérie, qui est un lieu de passage et de transit. Parce que je rappelle qu'une partie de la cocaïne exportée par les Sud-Américains contourne l'obstacle, ne traverse pas l'Atlantique en direct vers nos ports, mais passe par l'Afrique noire, remonte par le Sahel, traverse l'Algérie et le Maroc pour arriver en France et rejoindre à un moment donné cette cocaïne, les routes du shit, du cannabis. Au Maroc, il n'y a pas de cocaïne. Alors au Maroc, de consommation. il n'y a pas de problème. Là, ce que je vous explique, c'est que si vous voulez qu'une partie que les Sud-Américains ont mis la main sur un certain nombre de ports en Afrique de l'Ouest, de grands ports, qu'ils ont créé une espèce d'autoroute qu'ils appellent l'A10, parce que c'est comme ça, qui va du Brésil en gros jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, et qu'à partir de là, il faut bien remonter toute cette drogue vers l'Europe, les pays consommateurs, et que ça traverse le Sahel, et notamment le Maroc. Effectivement, vous parlez de l'Amérique du Sud, et vraiment ce livre est vraiment très intéressant, très détaillé, et vraiment je le conseille. Vous parlez beaucoup des dockers. Les dockers, c'est la porte d'entrée vers le marché intérieur de quel que soit le pays, en fait. Ben là encore, si on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit que le port de Marseille, à l'époque de la French Connection, était totalement contrôlé à l'époque par un syndicat, par la CGT, qui était très ami, très lié au monde du grand banditisme et des trafiquants de stupéfiants localement à Marseille, et que c'est grâce, si vous voulez, à l'appui de cette, entre guillemets, à l'époque on parlait de la mafia des dockers, c'est-à-dire qu'en gros ils tiennent le port. Et donc si vous êtes bien avec eux, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, à condition de répartir effectivement une partie du magot, du gâteau que vous captez. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de la French Connection, et ce petit modèle s'est reproduit un peu partout. Alors évidemment, aujourd'hui, l'une des principales portes d'entrée en Europe, c'est plutôt Anvers. Et le port d'Anvers, là, c'est notoire, c'est connu, si vous voulez, est vraiment tenu par une mafia, on va dire, maroco-belgo-néerlandaise et turque aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de règlements de compte dont on parle très peu en France autour du port d'Anvers. Mais ce modèle se reproduit également dans des ports comme Le Havre, où régulièrement on a des petits scandales qui secouent la petite communauté portuaire. Je rappelle qu'il y a notamment à un moment donné eu des fouilles dans le faux plafond du local des douanes dans le port du Havre, et qu'on a découvert des billets de banque cachés là-dedans un petit peu trop. D'abord, qu'est-ce que les douaniers faisaient avec des billets de banque cachés dans leur faux plafond? On se le demande bien. Ah, c'est en or. Absolument. Pourquoi pas? Vous parlez des douaniers. Dans votre livre, vous parlez aussi des liens entre la police et les trafiquants de drogue. L'ambiguïté, on a vu des affaires apparaître en France à 2-3 reprises où des grands chefs, des grands patrons de la police ont joué avec les limites et les ont malheureusement franchies. Quelle est votre analyse là-dessus? Est-ce qu'il faut jouer avec les limites pour combattre, ou jouer avec les limites, c'est basculer? C'est compliqué. C'est pour ça que dans ce livre, c'est vraiment en 3 parties. La première, c'est sur le blanchiment de l'argent. La deuxième, c'est sur le trafic de stupéfiants vu par les trafiquants eux-mêmes, parce que c'est quand même la particularité de ce livre, c'est que je donne autant la parole aux trafiquants qu'aux policiers.
Et c'est important parce que les trafiquants connaissent bien mieux que les policiers eux-mêmes le trafic de stupéfiants. Donc, ce sont eux qui se racontent. C'est ça la particularité de ce livre. Ce sont les trafiquants de stupéfiants. Bon, comme ça fait 35 ans que je travaille sur la criminalité, j'en connais un certain nombre et ils m'ont fait suffisamment confiance pour me raconter, on va dire, leur fonctionnement. Puis, finalement, d'une certaine façon, ils se sentent tellement en sécurité qu'ils parlent librement. Et la troisième partie est, en gros, donne la parole aux policiers. Et là, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, on va dire, on s'est un peu fourvoyé en France parce que, en fait, pour lutter contre le trafic de stupéfiants, la police judiciaire n'a pas d'autre solution que de recruter des indicateurs parmi les trafiquants. Il n'y a pas de choix. Je veux dire, vous ne pouvez pas comme ça, le nez en l'air, vous dire, ah bah tiens, c'est tel camion, telle voiture qui va nous... On va tomber sur tel camion, telle voiture ou tel bateau. Ça ne marche pas comme ça. En fait, 98%, il y a effectivement quelques affaires dues au hasard, hein, ça peut arriver, ou par hasard. Ah, quand même. On va ouvrir un container et, miracle, derrière les fraises ou les crevettes surgelées, tiens, 100 kilos de cocaïne. Non. En fait, on ouvre rarement un camion par hasard. On ouvre rarement un container par hasard. On déboule jamais par hasard chez un trafiquant de stupéfiants. C'est toujours qu'il a été balancé. Et c'est un milieu pourri, en fait, le milieu des stupéfiants, et vous avez des balances à tous les étages, partout. Et des gens qui, évidemment, la police, pour bénéficier de ces informations, pour entretenir ces indicateurs, elle est obligée, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, hein, d'une certaine manière, de les couvrir. Et donc, vous couvrez à un moment donné un dealer moyen en espérant qu'il va vous donner des dealers plus gros et pas seulement des plus petits et pas seulement ses concurrents, mais en même temps, comment est-ce que vous le contrôlez? C'est-à-dire le gars qui est un peu le petit commerçant, homme d'affaires, trafiquant de stupéfiants un peu malin, ben, il va nouer un contact avec le service de police ou local ou national, hein, selon son poids, et il va dire ok, vous me laissez tranquille, mais moi, je vous donne régulièrement des pistes. Et la police se nourrit, et ça a toujours été comme ça, se nourrit de ces gens qui, de l'intérieur, balancent, on va dire, leur propre confrère. En fait, il n'y a pas d'autre, on n'a pas inventé autre chose pour l'instant que ça. Mais à un moment donné, et ça c'est très récent, et c'est pour ça que je consacre un gros passage là-dessus dans le livre, à un moment donné, l'Office central des stupéfiants, donc la tête de pont de la lutte contre le trafic, va s'adosser pour lutter contre le trafic. Un gars va recruter en fait un des plus gros importateurs de shit en France. En fait, c'était plus tout à fait un importateur direct, ni un producteur, ni un mais c'était un logisticien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la logistique est centrale. Donc, à un moment donné, l'Office des stupes recrute l'un des principaux logisticiens, c'est-à-dire un type capable d'affréter des camions, des bateaux et de se mettre à disposition des trafiquants. Et donc, ils se disent, et ça fonctionne assez bien, ils se disent, bon, on va travailler avec lui, on le recrute, on en fait un indicateur. En plus, il est très content de bosser pour nous, il n'y a pas de problème. Il est très bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est un gars qui s'appelle Sofiane Ambly, qui est originaire de l'Est de la France et qui va devenir, on va dire, la principale taupe de l'Office central des stupes chez les trafiquants. Grâce à lui, en fait, si vous voulez, lui met à disposition des trafiquants qu'il connaît bien parce qu'il a été lui-même ses camions, et les policiers derrière, en fait, espèrent démanteler comme ça des réseaux de revente. Ça peut être à Dijon, à Bordeaux, à Nantes, etc. Ils se mettent au cul du camion, on va dire, ils se mettent sur les gars et ils démantèlent les réseaux de distribution à partir du système logistique. Sauf que, et c'est là où en France on est très fort, sauf que l'État se mord souvent la queue, et qu'en face, vous avez un service d'élite des douanes qui en veut énormément à la police. C'est un vrai polar, hein, ce que je vous raconte. Je vous raconte que, en gros, les détails. Vous avez un service d'élite des douanes qui en veut à l'Office des stupes parce que, en fait, il y a eu des enquêtes qui ont fait qu'on a découvert de la cocaïne bizarrement stockée dans les coffres des douanes à un moment donné, de ce service d'élite des douanes, et que la patronne de ce service des douanes s'est retrouvée en garde à vue, etc. Donc, ils en veulent et ils nourrissent, ils préparent leur revanche. Et leur revanche, ça va être de se mettre sur le dos du principal indicateur de l'Office des stupes, tout simplement, ce n'est pas compliqué, mais en cachette, sans le déclarer.
Et donc, à un moment donné, c'est comme ça je pense que un certain nombre d'entre vous en ont entendu parler. On va déboucher sur une saisie étrange de 7 tonnes de shit dans des petites camionnettes, comme ça, boulevard Excellence, dans le 16e arrondissement à Paris. Et là, au stupeur, oui, c'est effectivement une drogue qui était, entre guillemets, couverte par l'Office des stupes. Donc là, c'est la revanche en fait, des douanes qui font que le patron de l'Office des stupéfiants va se retrouver en garde à vue, qui font qu'à un moment donné, on va même sonner le glas de l'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants et le remplacer par un nouveau service qui va s'appeler l'OFAST, en espérant faire le ménage et que tout ce monde qui se tire dans les pattes pour essayer de faire les plus belles affaires travaille ensemble. C'est l'objectif aujourd'hui. Du nouveau ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas, il y a un sacré passif que je tenais à raconter parce que c'est un vrai roman policier, mais c'est la vérité. Et donc, on a les services de l'État qui se sont entre-dévorés littéralement et finalement très affaiblis face au trafic de stupéfiants. C'est Braco, mais en vrai. Absolument, totalement vrai. Totalement vrai. Vraiment, effectivement, dans votre livre, ça se lit comme un roman, mais malheureusement, tout est vrai. C'est vrai, c'est ça qui est vraiment impressionnant, cette organisation. On va arriver au bout de cet entretien et je vous remercie, mais une dernière question. Est-ce que vous pensez, qu'on doit passer par la légalisation? En tout cas, la vente réglementée. Légalisation, je trouve que des fois, on entend dépénalisation. En tout cas, la vente réglementée afin d'entrer de la TVA, de l'URSSAF. Il y a un gros voyou, un ancien de la French Connection qui, dans le livre, dit légalisez, vous n'avez plus qu'à légaliser, vous boucherez le trou de la sécurité sociale. Il me dit peut-être que c'est vrai. Après, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser en termes de. Une fois qu'on a lancé ce slogan dépénaliser, moi je veux bien le décortiquer un petit peu, mais une fois que vous avez dit ça, à qui l'État va vendre? Est-ce que l'État va vendre aux mineurs? Est-ce que les mineurs à qui l'État refusera de vendre ne vont pas aller se tourner vers un marché parallèle qui, du coup, retrouvera une nouvelle vie? Est-ce que les trafiquants de stupéfiants vont accepter de déclarer leurs impôts, de payer la patente et de rentrer dans le moule comme ça j'en doute fort, parce qu'ils vont y perdre. Donc oui, l'État peut contrôler une partie du marché parce que vous avez probablement une clientèle qui est capable d'aller chercher son shit et son herbe dans des bureaux de tabac ou je ne sais pas où d'ailleurs, où est-ce que ça se passerait. Mais à côté de ça, vous avez toute une partie des consommateurs qui n'iront pas, soit parce qu'ils sont mineurs, soit parce qu'ils voudront, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, un produit plus fort, plus puissant que celui que l'État va commercialiser, parce que l'État ne peut pas non plus mettre en vente un produit qui est trop puissant, dont le taux de THC est trop élevé, parce que ça fait trop de dégâts. Et puis, troisièmement, je fais juste cette observation. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir de posture idéologique, et malheureusement, on n'a affaire qu'à ça. Moi, j'essaie d'être un peu dans le dur du sujet. Et troisièmement, moi, je suis absolument convaincu que déjà que la France, parce que pour ce bouquin, je suis aussi allé, pour cette enquête, je suis aussi allé en Colombie. Et là, j'ai été stupéfait de rencontrer des trafiquants qui me disaient que la France était le nouvel Eldorado pour la cocaïne. Et donc, je suis absolument convaincu qu'une partie de l'énergie qui est mise aujourd'hui à vendre des produits type cannabis et un bullshit vont se mettre sur des produits autres comme la cocaïne qui jamais ne seront légalisés et vendus officiellement par l'État. Et en plus, le risque quand même, que, comme vous décriviez, ce sont des commerçants, les trafiquants, et qu'un gamin qui va venir acheter du shit, on lui offre, et on me l'a expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, une amie qui m'a expliqué que, en fait, un dealer, un jour, dans une soirée, lui a offert une raille de coke en lui disant tiens, vas-y. Alors j'étais assez stupéfait parce qu'elle m'expliquait que dès cette première prise, elle était en état d'y retourner, quoi. Laisser cet espace à ces jeunes d'aller consommer auprès du dealer un peu de cannabis. À titre personnel, je n'ai jamais rien consommé, mais j'ai un avis pour avoir fréquenté
représenté un milieu qui a été très lié à la nuit, à la musique, et avoir vu beaucoup de drogue, malheureusement, et des gens plongés. Effectivement, laisser les trafiquants de drogue la possibilité au départ de venir acheter du cannabis et dire tiens, allez pour moi ce soir, c'est cadeau, je t'offre l'exta, je t'offre une raille de coke. C'est aussi ça, quoi, le danger, quoi. Moi, je l'ai constaté, je l'ai vu à plusieurs reprises. Effectivement, ils sont capables de vendre un peu à perte pour vous fidéliser et pour vous attirer dans leur piège. Alors là, on parle de produits type cocaïne, héroïne, qui effectivement, je veux dire, sont difficiles à consommer de manière totalement épisodique. À partir du moment où vous y goûtez, c'est vrai qu'il y a un fort risque pour que vous deveniez malheureusement un client régulier du trafiquant. Et ça échappera toujours à l'État. Oui, oui. En tout cas, notre débat, notre échange ce matin qui a été vraiment très enrichissant, et merci, n'était pas sur le problème de la santé parce que toute drogue, quel que soit l'alcool, qu'est-ce que ce soit le tabac, qu'est-ce que ce soit le chocolat de façon excessive. Et puis, je ne suis pas médecin. Voilà. Je suis enquêteur, voilà, spécialiste du crime et de la police. Voilà. Le propos n'est pas encourager la consommation. Nous sommes bien d'accord que toute consommation est dangereuse pour la santé. Mais c'est de raconter un marché. Et voilà. je crois que pour le combattre et pour le maîtriser, il faut le connaître. Donc, moi, j'ai la chance de connaître autant de policiers que de trafiquants de stupéfiants. Donc, je vous livre là les clés d'un monde opaque et dangereux. J'encourage vivement à lire votre livre, Les narcos français, Brice Lomerta, Frédéric Ploquin. Merci. Édité chez Albin Michel. Merci à vous. Vraiment, merci pour tout. Merci à vous et peut-être un jour, qui sait, à bientôt pour une dédicace. Oui, et effectivement, nous, on reprendra très certainement les conférences débats et on va voir pour les dédicaces à des gens très rapides. Merci en tout cas. Merci à vous.